Les départs sonnent toujours comme de nouvelles aventures, même lorsque les valises sont... Nous sommes ici sur la Manche, avec derrière moi l'Angleterre. Vous l'aurez donc compris, nous nous dirigeons vers la capitale britannique, qui a traversé des siècles d'histoire. Un jour quand je serai grand, un jour quand j'aurai 18 ans, je sortirai par la fenêtre et je partirai très longtemps dans le noir. Des 18 ans dans Rosong, aux 20 années bien réelles de la chanson, puisque datant elle aussi de 1999, c'est ici, à York, que nous nous retrouvons une troisième fois pour signer de ses premiers mots le nouvel épisode de Back to UK. Aujourd'hui comme jamais, nous voyagerons à travers les univers musicaux, fil rouge de notre pérégrination, au gré de nos destinations. Je peux vous dire, sans faire de bévue, que vous allez en prendre plein la vue. Et ça commence ici, comme toujours au cœur du Lambeth College, avec ses magnifiques décorations de Noël. Comme disent mes colocataires, Noël n'est pas une saison, mais un esprit. Et sous le sapin cette année, ça ne le sent pas, je vous rassure, puisque vous allez partir à la découverte des grandes villes du nord de l'Angleterre et de nouveaux débats politiques. Nous sommes le dimanche 8 décembre 2019, et en ce jour un poil spécial, je vous offre le 3e numéro de Back to UK. Bonsoir. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Cette émission s'appelle 20 milieux sur les terres, comme un hommage à un célèbre écrivain. J'ai bien surnommé Jules Verne. L'auteur était inextricablement lié à sa ville de cœur, capitale de ma regrettée Picardie, Amiens. Mais, trait de digression. Après 2 rames, il me fallait une ville à la hauteur pour commencer cette émission. Alors bienvenue à Lille. Pardon, Lys. Il y avait un lapsus à ne pas faire et je l'ai fait. En effet, il faut savoir que la capitale des Flandres est jumelée avec l'une des villes britanniques les plus peuplées. L'aire urbaine de Leeds étant habitée par près de 2 300 000 personnes, ce qui en fait la 4e plus importante de Grande-Bretagne après Londres, Birmingham et Manchester. Au cœur du Yorkshire, Leeds est une ville qui s'est avant tout développée avec la révolution industrielle au milieu du XIXe siècle. C'est aussi ici qu'a été tourné le tout premier film de l'histoire, ou plutôt ensemble d'images animées car ne durant que 2 secondes, par l'ingénieur français Louis Le Prince. L'homme n'eut pourtant jamais eu l'occasion de voir son œuvre achevée, puisque les 20 vignettes qui composent ce film, appelées postérieurement une scène au jardin de Wood Hay, ne furent assemblées en mouvement qu'en 1930. D'un point de vue musical, et pour poursuivre notre fil rouge, Leeds est le lieu de naissance de groupes certes bien moins connus que les Beatles ou Queen, mais tout de même iconiques.
On peut ainsi citer les Kaiser Chiefs ou encore plus récemment Alt-Chi. Mais guère le temps de traîner dans notre description de la ville. Grand départ du Tour de France 2014. Car déjà, le premier reportage nous appelle. Dans 4 jours déjà, les Britanniques se rendront aux urnes pour renouveler la fameuse Chambre des communes. Et ainsi indirectement décider de qui dirigera le pays. Mais quels sont les enjeux politiques de ce scrutin? C'est ce que je vous propose de découvrir sans plus attendre. On croirait un ring, et pourtant non. Il ne s'agit pas du lancement d'un match de boxe, mais bel et bien du premier débat des élections générales britanniques. Une débauche d'effets spéciaux qui ferait penser à un blockbuster. Et voici le débat lancé. Il est temps pour nous d'évoquer succinctement les enjeux de cette campagne. Durant ce débat, ce sont les leaders des 2 grands partis britanniques qui s'affrontent. D'un côté, Jeremy Corbyn, leader du Labour, parti à gauche de l'échiquier politique, et actuel leader de l'opposition. De l'autre, Boris Johnson, chef des conservateurs, le grand parti de droite, et actuel Premier ministre. Les 2 responsables politiques sont les 2 principaux premiers ministrables. Car il faut savoir que c'est le leader du parti ayant une majorité à la Chambre des communes qui devient Premier ministre. Mais il existe d'autres partis. Les libéraux-démocrates, parti centriste fondé en 1988, sont menés par Jo Swinson et sont en 3e position dans les sondages. On trouve également le Green Party, mobilisé sur les questions écologiques comme son nom l'indique. Le parti europhobe UKIP et le Brexit Party, mené par l'ancien leader du UKIP, Nigel Farage. Enfin, il faut aussi évoquer les partis autonomistes, tels que le Plaid Cymru au Pays de Galles et le Scottish National Party, militant lui pour l'indépendance de l'Écosse. Premier enjeu de ces élections générales, le Brexit. Le Royaume-Uni est englué depuis 3 ans et demi dans cette crise politique existentielle. Et les élections ont été convoquées en raison des innombrables blocages à la Chambre des communes sur la question. Mais quelle est la position des partis sur le Brexit? People want to get Brexit done. Le message des conservateurs, à travers Boris Johnson, est « Get Brexit done », faisons le Brexit. Le Premier ministre argue en effet que son accord avec l'Union européenne, très contesté comme il l'était celui de Theresa May, est le meilleur possible, et veut une majorité à la Chambre des communes pour approuver cet accord et sortir de l'Union européenne avant le 31 janvier. Priority is obviously to get it sorted. We will, within 3 months, negotiate a credible leave option with the European Union, and within 6 months, put that to a referendum of the British people to decide. La position du Labour et de Jeremy Corbyn est de redonner la parole au peuple à travers un nouveau référendum. L'objectif d'un gouvernement Labour serait de négocier un nouvel accord avec l'Union européenne, puis d'organiser un référendum 6 mois plus tard avec 2 issues. Le peuple britannique approuve l'accord et il y a Brexit, ou bien l'accord est rejeté et le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Cette solution, cependant, a du mal à convaincre. Du côté des autres partis, les libéraux-démocrates ont pour slogan de campagne « Stop Brexit ». Et le SNP écossais est sur la même ligne en voulant rester dans l'Union européenne, arguant que l'Écosse a voté à 62% contre le Brexit. Le Green Party s'oppose également au Brexit. Deuxième enjeu majeur, posé sur la table par le Labour, le NHS. Il s'agit du National Health Service, soit le service de santé britannique. Écoutons Jeremy Corbyn confier ses craintes pour les NHS. What Mr. Johnson has done is a series of secret meetings with the United States in which they were proposing to open up our NHS markets, as they call them, to American companies. Our objective is to have a health service that is not just better for doctors and nurses, but better for patients as well. Thank you. We can achieve that only if we have a strong economy. Thank you. Aujourd'hui, le NHS est à bout de souffle.
les files d'attente dans les hôpitaux britanniques et les systèmes d'urgence s'allongent. Les travaillistes accusent les conservateurs de n'avoir rien fait pour le secteur de la santé et souhaitent augmenter le budget de 26 milliards de livres chaque année, contre 20,5 pour les conservateurs. Il y a également la volonté du Labour, qui a essentiellement axé sa campagne sur le NHS, de former plus de futurs médecins et de réduire le temps d'attente dans les hôpitaux. Troisième enjeu de prime importance, l'urgence climatique. Nous n'avons guère le temps d'entrer dans l'exhaustivité, alors une image suffira à marquer les esprits. Si le Brexit est omniprésent dans la campagne, la chaîne britannique Channel 4 a choisi d'organiser un débat autour de l'urgence climatique. Cependant, deux leaders ne se sont pas présentés à ce débat. Nigel Farage, du Brexit Party, et Boris Johnson. La chaîne a donc décidé de les remplacer sur leur pupitre par deux blocs de glace pour représenter la fonte des glaces. Suffisamment marquant. Enfin, dernier enjeu et pas des moindres, la vérité dans cette campagne. Et c'est Boris Johnson qui se prend les pieds dans le tapis lors de cette question, avec sa réponse quelque peu nuancée. Personal integrity and individual character. Does the truth matter in this election? I think it does. And I think it's very important. I think it's very important to... Le Premier ministre est en effet critiqué pour avoir refusé de rendre public un rapport sur la possible ingérence russe dans la campagne pour le Brexit. Et puis, tout le monde se rappelle de ce bus rouge durant la campagne pour le Brexit, affirmant que le Royaume-Uni payait 350 millions de livres à l'Union européenne chaque semaine, mais omettant d'évoquer aussi les fonds que touchait le pays en retour. Et en parlant de malhonnêteté, on ne peut achever ce reportage sans évoquer cette lettre reçue à l'université de York, d'un expert en sondage. Il y est affirmé que l'élection dans la circonscription va se jouer entre les conservateurs et les libéraux-démocrates, et que les soutiens du Labour devraient voter libéraux-démocrates pour éviter que les conservateurs n'aient une majorité. La fin est relativement ironique, puisque l'auteur de la lettre affirme ne pas donner de consigne de vote, tout en espérant que les informations données seront utiles en vue du choix électoral. On peut s'étonner du manque de neutralité de cet expert sondeur, et a raison, puisque si l'homme est bien ce qu'il dit être, ces lettres, comme indiqué en petits caractères à la fin, ont été financées par les libéraux-démocrates. Rajoutons également que l'auteur se garde bien d'affirmer qu'aux dernières élections générales dans la circonscription, il y a 2 ans, les libéraux-démocrates n'ont recueilli que 5,9% contre 21% pour le candidat du Labour. Le rapport de force est donc bien plus complexe que ce qui est présenté. Et la vérité bien souvent cachée, décidément. Voilà, on se retrouve à Leeds une seconde fois, et c'est une place emblématique de la ville que je vous propose de découvrir à présent. Derrière moi, vous pouvez en effet entreapercevoir le Kirkgate Market, le plus vaste marché couvert d'Europe. Mais pourtant, on ne peut se limiter à cette description très sommaire, qui explique déjà l'importance de ce lieu. En effet, en 1884, un certain Michael Marks, fraîchement arrivé en Angleterre, devient colporteur dans la région avant de se sédentariser sur ce marché. Bien vite, le jeune homme ouvre des stands, puis une dizaine de magasins à Leeds. Une franchise est née. Michael Marks s'associe à Thomas Spencer, et la grande chaîne de magasins Marks & Spencer est aujourd'hui devenue incontournable. Pour rester dans le domaine mercantile, sachez que Leeds est d'ailleurs l'une des principales destinations commerciales du pays, en raison des innombrables centres commerciaux qu'elle abrite. Cependant, Leeds n'est pas la seule grande ville du nord de l'Angleterre. Si finalement, en raison de contraintes de temps, nous visiterons Manchester plus tard dans l'année, à 1h20 en train depuis ce lieu, une ville britannique est incontournable. Sans plus attendre, partons à la découverte de la cité des Fab Four. Un train dans la brume matinale. Ces murets au loin si caractéristiques du Yorkshire qui s'éloignent.
et la côte ouest qui progressivement se rapproche. Non, pour être honnête, ce n'est pas tout à fait sur les rivages de la mer d'Irlande que nous allons, mais à l'embouchure de la Mersey. C'est Dock qui l'aborde, et au-delà, cette ville qui s'étend, qui répond au doux nom de Liverpool. D'ailleurs, le nom de la cité semble directement signifier ruisseau d'eau boueuse. Mais nous ne nous perdons pas en conjectures d'étymologie, et allons explorer les rues aux multiples trésors. Le premier qui marque la ville de son empreinte est cette haute tour radio, le St. John's Beacon, qui abrite le siège de 3 radios locales. Liverpool devient monumental et quelque peu démesuré. Impression renforcée par la traversée du Liverpool One, un immense espace de 1700 hectares aménagé en 2004 comme centre commercial. Mais continuons notre promenade, car bientôt le cœur emblématique de la ville fait son apparition. Sur les quais, sa signature en briques rouges est aisément reconnaissable. L'Albert Dock est le lieu le plus visité d'Angleterre après Londres. Construit en 1846, il devient bien vite incontournable dans le commerce de l'Empire britannique en raison de la place centrale de Liverpool. Ayant aujourd'hui perdu sa fonction de stockage de marchandises, le lieu a été reconverti en de multiples locaux commerciaux et musées. Le plus célèbre d'entre eux est sans nul doute celui consacré aux Beatles. Le groupe est bien évidemment incontournable dans la ville où ils ont grandi et se sont formés. Ainsi, dans le musée, on trouve la reconstitution de bon nombre de lieux qui ont marqué leur carrière, comme la Casbah, dirigée par la mère du premier batteur du groupe, Pete Best, et où ils jouent leur premier concert en tant que Beatles. On retrouve également le siège du journal Mersey Beat, inspiré du nom du fleuve de Liverpool, rappelez-vous, et qui fera prendre conscience de la naissance d'un phénomène musical dans la ville. Si on retrouve également dans le musée des reconstitutions des studios Abbey Road à Londres, ou encore le fameux c'est surtout l'aménagement du Cavern Club tel qu'il était à l'époque qui frappe les esprits. Les Beatles donnèrent 292 représentations dans cette salle du centre de Liverpool. Le lieu accueillait également des groupes comme les Rolling Stones, Oasis ou encore Pink Floyd. Démoli en 1973, le Cavern Club a cependant été reconstruit en face de son ancien emplacement, faisant de la rue où il se trouve une place d'hommage au mouvement Mersey Beat et ses représentants les plus célèbres. Mais retournons sur les quais de Liverpool. Au nord du Albert Dock se trouve Pier Head et ses 3 grâces, 3 monuments qui se démarquent par leur magnificence. Parmi eux, on trouve le Cunard Building, ancien siège de la Cunard Line, célèbre compagnie maritime toujours en activité 180 ans après sa création. La concurrence qu'elle avait en matière de paquebot avec la White Star Line au début du XXe siècle est restée célèbre. C'est ainsi que cette dernière décida de lancer 3 immenses paquebots britanniques ayant pour port d'attache Liverpool, l'Olympic, le Britannique et bien sûr le Titanic. Un mémorial est d'ailleurs construit sur Pier Head pour rendre hommage aux ingénieurs demeurés en salle des machines, tandis que l'insubmersible paquebot sombrait dans la froideur de l'Atlantique. Cependant, Liverpool n'est pas qu'une cité maritime ou la place forte des femmes fours. C'est également une ville de football. À quelques kilomètres des docks se trouve un lieu incontournable, un stade mythique, Anfield. Le stade a accueilli les premiers matchs du club d'Everton de 1878 à 1892, avant de devenir le lieu de résidence du célèbre Liverpool FC, tenant du titre de la Ligue des Champions. La tribune la plus célèbre du stade est évidemment le Kop. Bientôt, notre balade à Liverpool va s'achever. Mais avant que la nuit et son rideau noir ne tombent, 2 lieux sont encore à voir. 2 cathédrales pour être précis. La première, la cathédrale anglicane de Liverpool, est la plus grande d'Angleterre, et même l'une des 5 plus grandes du monde. Il faut dire que sa construction tardive, débutée au début du XXe siècle et achevée avec son inauguration par la reine Elisabeth II en 1978,
explique ce gigantisme. Pour la petite histoire, la cathédrale de Grès Rouge a été conçue par Gilles Gilbert Scott, âgé de 22 ans au début du chantier, et qui créera également la centrale électrique de Londres, qui deviendra la Tate moderne, et surtout les iconiques cabines rouges téléphoniques. Sacré bilan. Plus loin, une seconde cathédrale est bâtie dans un style résolument moderne, loin du gothique. La cathédrale métropolitaine du Christ-Roi, comme elle est appelée, est quant à elle catholique, et dénote quelque peu dans le paysage urbain. Déjà, il est temps de faire nos adieux à Liverpool depuis son emblématique gare de Lim Street, pour peut-être nous diriger vers le soleil. Here comes the sun, doo doo doo. Here comes the sun, and I say it's alright. Nous avons quitté la plus grande ville du Yorkshire pour retrouver sa capitale. York, est-il besoin de le rappeler? Et c'est autour de ce repas de Noël avec mes colocataires que nous allons lancer le dernier reportage de la saison d'automne de Back to UK. Et oui, déjà. Alors, comme vous pouvez le voir, les repas de Noël britanniques sont particulièrement copieux. Et si nous avançons un peu, je peux aussi vous divulguer une tradition particulièrement présente dans les pays anglophones, le Secret Santa. Le principe est tout simple. Après un tirage au sort, chaque personne d'un groupe doit offrir un petit cadeau à une autre personne qui ne sait pas qui est l'offrant. Le principe est évidemment très convivial, et bien qu'il soit peu développé, existe tout de même en France également. Mais malheureusement pour vous, il est l'heure pour nous de passer à table pour le dessert. Alors, comme lot de consolation, ce n'est guère une surprise, il est temps de vous parler de 3 emblématiques chansons britanniques. L'une des années 60, l'autre des années 80 et l'ultime des années 90. Voici Playback. Londres, 27 juillet 2012. Alors que la flamme olympique vient d'être allumée, une chanson va clore la cérémonie d'ouverture des JO. Et pas n'importe laquelle. Hey Jude, ce single écrit en 1968 par Paul McCartney, est considéré dans bien des classements comme l'une des meilleures chansons des Beatles, si ce n'est la 8e meilleure chanson de tous les temps, d'après le magazine Rolling Stone. Si sa coda dans la seconde partie de la chanson en a assuré la légende, son histoire est plus intimiste. Paul McCartney a en effet écrit Hey Jude pour soutenir Julian Lennon, âgé de 5 ans et fils de John Lennon, au moment où ses parents se séparaient. Mais si cette ballade était adressée à Julian, pourquoi s'appelle-t-elle Hey Jude, me demanderez-vous? Eh bien, c'est qu'en chantant Hey Jude, Paul McCartney n'était pas satisfait de la sonorité. Alors, Jules est devenu Jude, en référence au personnage d'un film que McCartney adorait particulièrement, Oklahoma. Non, ça ne s'invente pas en effet. Mais arrêtons avec l'Oklahoma et revenons sur les routes d'Angleterre. La ballade ayant donc pour but de réconforter Jude, alias Julian, en lui demandant... Non, pas besoin de parler. Écoutons plutôt. Cependant, John Lennon considérera toujours que la chanson lui était quelque peu destinée, dans cette période où il venait de rencontrer Yoko Ono. Mais quel qu'en soit le véritable sens finalement, seul compte celui que lui donnent les auditeurs de la chanson.
2 années passent. Les Beatles se séparent et la Grande-Bretagne est orpheline du groupe le plus populaire du monde. Mais en cette même année 1970, à Londres, un groupe encore méconnu vient de se former. 11 ans plus tard, au sommet de sa gloire, Queen se rend dans les studios de Montreux, en Suisse, sans grande motivation pour enregistrer un nouvel album. Le hasard veut qu'en ce mois de juillet 1981, un non moins mythique artiste britannique, David Bowie, soit lui également en ce lieu. La rencontre organisée entre le chanteur et le groupe débouche sur une composition très spontanée, comme un jeu. Des riffs de guitare sont composés par Queen, et Bowie écrit les paroles de cette chanson qu'il veut nommer People on the Street. Quelques frictions naissent avec cette collaboration imprévue, mais la chanson est mixée. Under Pressure, comme elle se nomme désormais, est rejetée tant par Queen que par David Bowie, qui ne la juge pas digne d'être sortie. Et pourtant, elle deviendra un single, pour connaître un succès immédiat. Under Pressure demeurera 2 semaines au sommet du hit parade britannique. Pressure, pushing down on me, pressing down on you, no man has fallen. Under pressure, the things it feels and down, splits the family in two, puts people on streets. Sans surprise, c'est cette chanson qu'interprétera David Bowie à Wembley pour le concert hommage à Freddie Mercury en 1992. « 1992, nous y sommes donc. Cette année-là, sort le premier single d'un groupe qui va bientôt percer sur la scène, Radiohead. Creep a été écrit par Thom Yorke, le chanteur du groupe, durant ses années étudiantes. Amoureux d'une fille issue d'une classe sociale supérieure, amour semblant impossible, l'artiste y crie son désespoir de cette différence. Le jeune homme de l'époque a en effet suivi celle qu'il aimait sans oser lui parler, jusqu'à se retrouver dans les riches quartiers, où, comme il s'interroge dans la chanson, devenu succès mondial et propulsant Radiohead dans la lumière, la chanson adolescente est pourtant bien vite écartée par le groupe, qui ne la chante que très rarement dans ses concerts. Et pourtant, la ballade est adorée, probablement de par sa signification. Creep, signifiant littéralement sale type en français, le tube de Radiohead interroge directement cette différence sociale et ses conséquences. Mais également l'absence de réciprocité dans cet amour que le protagoniste par timidité n'arrive à exprimer, et le peu d'espoir qui en résulte. Alors, pour quitter provisoirement ce monde musical, prenons un peu le temps d'écouter. So very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Ah, vous êtes déjà là? Alors nous sommes de retour sur le plateau nomade de Back to UK. Avant de partir, comme vous pouvez le voir, pour le 20 millième lieu sur les terres que vous ne connaissez pas encore, il est temps de déclamer les antépénultièmes phrases de l'émission, au travers du désormais mythique Backstop. Le backstop, c'est la fin de cette émission. Une succession d'informations inégales. Et c'est tout de suite. Monopoly pour commencer. Ce jeu apparemment fétiche en Angleterre, car décliné à absolument toutes les sauces. Quand je dis absolument,
C'est absolument. Toutes les universités, villes britanniques, groupes musicaux, séries télé ont leur monopoly. Il existe même 2 monopolies différents pour les Beatles. Statistiques ensuite, car suite à une information primordiale sur le live de France Info, la quantité de fromage moyenne absorbée par un Français chaque année, nous nous sommes posés avec mes colocataires la question de la comparaison avec l'Angleterre. Résultat, quand en France nous absorbons 26,4 kg de fromage, au Royaume-Uni cette quantité est de 10 kg. Et c'est surtout du cheddar, ai-je envie d'ajouter. On parle de nourriture et de bactéries? Alors je vous présente sans plus attendre le Campylobacter. Cette bactérie présente dans le poulet qui, au contact de légumes non cuits, peut les contaminer. Et vous rendre malade si vous ne chauffez pas le tout. Mes colocataires comprendront la référence, ne vous en faites pas. Allô, oui, bonjour. Ce serait pour signaler des colis suspects abandonnés sur Hop Street. Oui, il y en a plusieurs. Combien me demandez-vous? Des dizaines, c'est quelque peu anxiogène. Comment ça, ce sont des sculptures d'institut de performance artistique? Mais puisque je vous dis que ça a l'air réaliste. Élection au Royaume-Uni, et peut-être vous demandiez-vous à quoi ressemblait une carte électorale en Grande-Bretagne. À ça, figurez-vous. Un grand carton qu'il n'est pas obligatoire d'apporter au bureau de vote. D'ailleurs localisé clairement au recto. Il est aussi à savoir que les étudiants ont 2 bureaux de vote référencés. À leur domicile et dans leur université. Ne pouvant bien sûr voter que dans un de ces 2 lieux. Bonne nouvelle! J'ai fini par retrouver les propriétaires des bagages abandonnés sur Hop Street. Mais j'ai l'impression que notre rencontre les a laissés de marbre. Vous vous demandez ce que Rasputin, ce guérisseur mythique russe ayant gagné les faveurs de la famille tsarine au début du XXe siècle, fait dans notre backstop? Écoutez plutôt, car les Britanniques ne finiront jamais de nous surprendre. Élection toujours, car alors qu'elles approchent à grands pas, découvrons sans plus attendre ce dessin. Vous le reconnaissez? Football à présent, et cette large banderole aperçue dans le centre-ville de Liverpool. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer le conflit entre le tabloïd The Sun et le club de Liverpool FC? Enquête à suivre. Avant de conclure ce backstop, vous êtes avide d'une toute dernière idée cadeau avant Noël? Le backstop, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain. Et c'est ici que cette saison d'automne finira. Après bon nombre de péripéties, nous avons enfin atteint le 20 000e lieu sur les terres. Peuplé par plus de 35 000 habitants, sur les rives de l'Oise, jumelé avec le district britannique de Pendle aux confins du Lancashire et avec la frontière avec le Yorkshire, je vais m'arrêter là dans ma description car elle donne l'impression que je suis étranger à ma ville. Nous sommes de retour en France, à Creil bien évidemment, et c'est ici, sur l'île Saint-Maurice, que nous allons mettre un terme à l'émission. Avant de terminer, je voulais remercier toutes les personnes qui ont suivi avec attention ces 3 premiers numéros. Et vous garantir que Back to UK reviendra la décennie prochaine, en janvier 2020, pour sa saison d'hiver.
Il n'a pas toujours été facile de produire ces vidéos. Parfois même, je me suis dit que c'était vain. Mais vous étiez là, derrière votre écran, à attendre le prochain numéro et ainsi me demander de poursuivre. Donc merci. Quelques mots encore pour clore ce jour spécial. Nous sommes ici sur la passerelle Nelson Mandela. Alors, il serait avisé de nous quitter sur une chanson particulièrement humaniste. Nous avons évoqué les Beatles tout au long de cette émission. C'est aussi un 8 décembre, il y a 39 ans, que John Lennon a été assassiné à New York. L'ex-membre des Fab Four avait poursuivi sa carrière après la fin du groupe et a évidemment signé cette chanson reconnue comme l'une des meilleures de tous les temps, que vous allez écouter à présent. Nous étions le 8 décembre 2019 et vous avez attendu 20 ans pour regarder le 3e numéro de Back to UK. Thanks and see you next year. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no